Acarajé, mamão, tapioca, churrasco, guaraná, suco de abacaxi, rodízio de pizza, açaí. Tous ces mots, quand ils me reviennent en mémoire, ils apportent avec eux des images colorées, des odeurs, mais aussi des saveurs bien particulières du Brésil. Le Brésil, justement, c'est un pays où j'ai eu la chance de passer 5 années de ma vie et par conséquent de m'accoutumer petit à petit à ses plats locaux. J'ai vécu à Sao Paulo, où j'ai été agréablement surprise du nombre et de la diversité des restaurants qu'on peut y trouver. On peut tout manger là-bas, et à n'importe quelle heure, comme dans toutes les mégalopoles du monde. J'ai apprécié notamment les sushis du quartier de Liberdade, qui est le quartier japonais de la ville. C'était un vrai bonheur gustatif. Bien évidemment, j'ai aussi découvert tout un tas de plats et de boissons typiques avec beaucoup de curiosité et d'intérêt. Dans cet épisode, je propose qu'on en découvre ou qu'on en redécouvre une partie ensemble. Pour ce faire, partons à la rencontre de mon amie Ana Carolina, qui s'est gentiment prêtée au jeu de mon interrogatoire. Ana Carolina, je pense que ça fait bien 7 ans qu'elle est en France maintenant. Elle a d'abord été ma prof de portugais quand j'étais en master, puis elle est devenue assez naturellement une amie. Elle est d'ailleurs pour beaucoup dans mon choix de partir au Brésil en 2015, et je profite de ce moment de parole pour lui signifier d'ores et déjà toute ma gratitude. Je suis Ana Carolina, Ana ici, Carole au Brésil. Et ma relation avec la France, je suis en France depuis 2014, avec une année entre France et Brésil. Je viens de Minas Gerais, un état très beau du Brésil, du sud-est brésilien. Je suis professeure de portugais et de littérature brésilienne en France. Et voilà, ma relation avec la France a été toujours liée à l'enseignement du portugais. Et voilà. En fait, c'est très compliqué parce qu'on parle du Brésil et sont des Brésils, des régions différentes, beaucoup d'accents différents, beaucoup de nourriture, des habitudes différentes. Et donc, le Minas Gerais, c'est un état qui est vers l'intérieur, qui donne vers l'intérieur du pays. Un état donc qui ne fait pas partie de l'imaginaire brésilien en France. Puisque quand on parle du Brésil en France, on pense à Rio, on pense à São Paulo, on pense au sud du Brésil, au nord-est, on pense les plages. Minas Gerais n'a pas la mer, ou la mer n'a pas Minas Gerais. Donc c'est un pays qui donne vers l'intérieur du pays, une région où on trouve donc des régions d'auteur, donc de montagnes, des collines plutôt, et aussi une région plus au nord, plus aride, ce qu'on appelle sertão, qui est vaste, qui a beaucoup de paysages différents, de végétation différente, et un état connu par les mines d'or, de diamants, dont son nom, Minas Gerais, de mine générale. Et c'est la région exploitée au Brésil du 7e, 18e plutôt, et qui aussi la transition de l'exploitation de diamants et d'or à l'exploitation du café.
fantasia no Recife e ficar pro carnaval. Brincar de roda em Fortaleza. Vou navegar, perigar, me apaixonar. Le plat, et je pense que le plus emblématique quand on parle du Brésil, on lit et je pense qu'on mange dans tout le territoire, c'est a feijoada. Feijoada qui est une sorte de cassoulet qu'on prépare avec des haricots noirs et beaucoup de viande de porc, notamment du gras. C'est un plat accompagné du riz, une sorte de vinaigrette. C'est pas la même chose de vinaigrette en portugais et en français, donc c'est une salade des tomates, oignons, ciboulettes, et qui peut varier selon l'état aussi où on le prépare. Accompagné également de farofa. Ça, je ris parce que farofa, c'est un accompagnement à base de farine, de manioc ou de maïs, qui a aussi des recettes particulières selon la famille, la région et tout ça. Et aussi des oranges. Et apparemment, les oranges aident à mieux digérer le plat puisqu'il s'agit d'un plat lourd. Un plat lourd, en effet, qui est donc un peu allégé grâce aux oranges, mais aussi grâce au couve. On en a parlé un peu après et on avait oublié cet ingrédient pour parler de la feijoada. Le couve, c'est du chou en fait, mais c'est un chou qui est vert et c'est un chou qui n'a pas de traduction pour moi en français, mais pour Anna Carolina, oui, elle a cherché et apparemment on appelle ça du chou à lapin. Le churrasco, la viande, au Brésil est assez connu, on mange beaucoup de viande au Brésil, donc je pense que c'est deux choses typiques en plat. Après, quand moi je pense Minas Gerais, moi je pense au Brésil, je pense au pão de queijo. Et ça c'est quelque chose, je parle pas Brésil, Minas notamment, parce que c'est en France que j'ai découvert que c'était quelque chose que, voilà, il y a un goût de chez moi. Et ça, je me rendais pas vraiment compte quand je vivais au Brésil et que j'avais ça tous les jours, à tout le moment, partout, dans la rue, dans les isnacs, dans les boulangeries. Donc on en trouve partout et on en mange beaucoup. Mais c'est ici en France que je me suis rendu compte à quel point ça c'était quelque chose d'important pour moi. Et c'est toi, dans ta visite, tu te souviens quand tu es partie au Brésil et que ma première recette de pão de queijo, c'était avec toi. Parce que moi, je ne mangeais que ma maman, ma grand-mère, ou j'achète, voilà, on va à la boulangerie, on en achète et c'est tout. Et ici en France, j'en fais beaucoup. Parce que c'est pour moi quelque chose que m'apporte. Et c'est facile, et on peut le faire. Et par contre, il y a une différence entre ce qu'on mange au Brésil et ce qu'on peut manger et faire ici en France, ou préparer ici en France, c'est le fromage. Parce que pão de queijo traduit littéralement pain au fromage, mais c'est pas forcément un pain au fromage, c'est une sorte de chou, pain, je sais pas. Il n'y a pas de... Il y a quelque chose... Comme des gougères. Voilà, comme des gougères. Mais c'est pas pareil, parce que la texture, la farine apporte une texture que le gougère n'a pas. Vou me perder lá no Caribe e não sei se vou voltar. Beijo na boca de Lisboa. Tem poesia em Portugal. Comer cachupa em Cabo Verde. Vou navegar. Verde mar vou abraçar. Vou navegar. Vou ver a lua de Luanda. Vou navegar. Bote seu barco no mar. Vou navegar no Caribe. On a cru, et les gens, même aujourd'hui, si on cherche sur internet, il y a l'idée de feijoada, un plat
mangé par les esclaves avec le reste de viande. Et en fait, non, parce que déjà, c'est pas de reste de viande et les viandes, voilà, c'était pas. C'est un plat qui est arrivé au Brésil, qui a des influences différentes. Donc il y a une influence portugaise, il y a des plats en Espagne, en France aussi, et qui a reçu sa touche brésilienne au Brésil, mais c'est un plat qui n'est pas originaire du Brésil. Et voilà, c'est la touche brésilienne, donc les haricots noirs, qu'on n'en trouve pas ici, et que c'est quelque chose, je sais pas d'où ça vient, voilà, mais l'histoire du plat, donc c'est un plat qui est beaucoup consommé, mais qui historiquement c'était une recette modifiée au Brésil, mais qui n'est pas du tout liée à l'esclavage ou liée à une consommation. Moi, et voilà. C'est ce que je pensais. Et moi aussi d'ailleurs, mais c'était en cherchant justement des histoires qui dit en fait ça c'est faux, c'est une légende, c'est pas un plat lié aux esclaves, forcément aux esclaves, notamment pas cette idée de reste de viande, puisque non, pas du tout. Mais après voilà, certainement il y en a d'autres, mais ça reste une légende que c'est un plat d'esclaves. J'ajouterais qu'il y a aussi des jours dédiés à la feijoada. Quand j'étais au Brésil, ça m'avait frappé quand j'allais dans la rue et que je voyais des restaurants un petit peu populaires en coin de rue qui proposaient la feijoada. Et en général, c'était le mercredi et le samedi. Et Anna Carolina m'expliquait que ça ressemblait finalement à une sorte de plat du jour, quoi. Le plat unique et tout le monde va manger ça. Et a priori, c'est assez familial ou réunion entre amis. Enfin bref, c'est la sortie traditionnelle, on va dire, du mercredi et du samedi. Je ne sais pas si c'est dans tous les États du Brésil, mais visiblement, elle et moi, qui n'avons pas vécu aux mêmes endroits, on avait la même information. Bora tremer com cachaça de jambu, bora curtir cachaça de jambu, bora brindar com cachaça de jambu, eita bebida gostosa essa cachaça de jambu. Bora tremer com cachaça de jambu, bora curtir cachaça de jambu, bora estourar cachaça de jambu, eita bebida gostosa essa cachaça de jambu. Vous imaginez bien que je ne viens pas vous parler de nourriture sans vous proposer par ailleurs un petit peu de liquide, un petit peu de boisson pour accompagner vos plats. Et comme dans les épisodes précédents, il va s'agir de parler un petit peu de ce qui se boit au Brésil. Il était impossible, je pense, pour moi comme pour Anna Carolina, de ne pas parler de l'alcool principal emblématique du pays, qui n'est autre que la cachaça. Et avec cette fameuse cachaça, on fait un fabuleux cocktail que vous connaissez sous le nom de caipirinha. Moi, j'évoquerais donc d'abord la cachaça, cet alcool très typique du Brésil et qu'on en trouve partout aussi. Moi, je connais bien cachaça mineira, mais on en fait aussi au nord-est et au sud du Brésil, au centre-ouest, voilà. Mais ça reste quelque chose, pour moi, à Minas Gerais, et c'est la cachaça. Cachaça qui est une boisson qui est fabriquée à partir de la canne à sucre et qui n'est pas le rhum. Donc c'est pas du tout la même chose. La différence, c'est la fermentation. La différence, oui. Guillemets, parce que bien sûr qu'il y a d'autres différences, mais c'est pas du tout le rhum. Et c'est la base de cette boisson bien connue, caipirinha. C'est une boisson qui se fait à partir donc cachaça, citron vert, glaçon, sucre, et voilà. Il y a des variations modernes de caipirinha, on en fait avec des fruits, de maracuja, fruits de la passion, morango, des fraises. On peut aussi changer l'alcool, il y a de caipirinha à base de vodka, de saké, mais traditionnellement, ce qui accompagne feijoada, c'est caipirinha classique, citron vert, glaçon et
pas beaucoup de sucre. Non. Parce que beaucoup de sucre, c'est trompeur. En fait, on peut boire beaucoup et la cachaça a un degré alcoolique assez fort. Donc, Cachaça de jambu, tu vais tremer, tu vais brincar, tu vais virar. Quando eu tomo essa cachaça, fico louca do meu. Comme dans les épisodes précédents, j'ai demandé à Ana Carolina s'il existait un ordre pour manger au Brésil, s'il y avait des similitudes avec la façon de manger en France, un ordre des plats, un type de repas particulier, s'il y avait des similitudes ou s'il y avait des différences. Je la laisse nous répondre. d'une façon générale, les repas sont assez différents. Déjà, on peut bien évidemment avoir comme en France entrée, plat, dessert, une chose plus déstructurée, où voilà, on est servi en ordre comme ça. C'est pas la façon quotidienne. De toute façon, on va manger une salade d'abord, mode entrée, mais qu'on ne va pas appeler entrée. On va manger la salade d'abord. On va manger le plat. Et le plat, ça peut être... la différence, la base de la nourriture brésilienne, c'est le riz et le haricot. On n'a pas forcément un dessert tous les jours, c'est pas obligatoire. Et un café après, et voilà, c'est un peu comme ça. Après, si c'est un dîner de famille, si c'est quelque chose, on peut avoir un plat et décider tout ça, mais d'une façon générale, tout le monde va tout manger. Et en fait, il y a un peu ce mode grignoter, mais pas forcément grignoter, mais de tout le monde va manger, ou on va faire quelque chose, chacun va apporter un plat, et tout le monde va manger un peu tout. Et ça, c'est quand même différent, j'ai l'impression. Pas en mode pique-nique, mais vraiment à la maison, tout le monde va se servir. Ça, c'est la différence aussi. Chacun va servir son assiette et pas forcément être servi. Et la quantité, voilà, c'est chacun qui va décider. Et en France aussi, on voit, mais ça reste quand même plus différent. En France, on va servir, on aura chacun son assiette, une quantité voilà, qui est prévue. Il y a moins de possibilités d'improvisation en France, je dirais, et qu'au Brésil, ça va être un peu plus mode, on arrive, on se sert et on répète. Et voilà, c'est un peu cliché, mais un peu vrai aussi. Voilà. Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa. On peut manger de différentes viandes dans un même repas, mélanger du riz et des patates. Et voilà, ça c'est très brésilien ça. On mange tout. Tout à fait. Je me posais la question, alors moi j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de différences, mais je peux me tromper. Peut-être que ça dépend des régions aussi. Alors là c'est plus sur les horaires de manger. Par exemple en Espagne, il y a un gros décalage entre la France et l'Espagne sur les horaires, ou même l'Angleterre. Oui. Est-ce qu'on mange tard, est-ce qu'on mange tôt, est-ce qu'on mange comme en France au niveau des horaires? Moi je dirais c'est plutôt comme en France. Ouais. On mange tôt. Ouais. Midi 14h, 19h, 20h, le repas le soir. Bien évidemment, ça change le rythme de chacun, mais d'une façon générale, ça reste le même horaire. Déjeuner et dîner, le même français. Moi, je dirais que c'est à peu près la même chose. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Est-ce qu'il y a des jours spécifiques de réunion familiale pour manger ensemble, voilà. Le dimanche à midi. J'attendais cette réponse parce que c'est un peu orienté, mais parce que je connais le dimanche à midi, et ça oui, dimanche on va manger chez mamie. Ah. Et tous ensemble. Moi je viens d'une grande famille où dimanche c'est chez grand-mère et on mange tous ensemble. Et ça c'est vraiment le côté manger avec la famille le dimanche. Ça peut arriver aussi pendant la semaine, mais
c'est plus rare. Voilà, les gens n'ont pas forcément les mêmes horaires, donc c'est dimanche qu'on se réunit plus facilement. Donc ça, c'est pas que ta famille, c'est quelque chose d'assez commun au Brésil. C'est assez commun. On est d'accord. Même le churrasco du dimanche, c'est assez commun, c'est ça? C'est tout à fait. Tout à fait commun. Même là, justement, quand il fait beau, même s'il fait beau presque tout le temps au Brésil, ça reste la réunion aussi, c'est churrasco. Mulher, você vai fritar montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta, a laranja Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão e vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça bon refogado que é pra... En France, la France d'aujourd'hui, c'est pas pareil. La France 2014, quand je suis arrivée, et j'ai l'impression que de plus en plus on mange à la rue en France. Moi, je pense que ça a un grand changement depuis que je suis là. Et oui, au Brésil, on mange assez souvent et il y a aussi des nourritures typiques. Et là, on trouve à São Paulo des choses typiques du Nord-Est, puisqu'il y a des migrations internes, donc des migrations des nordestinos qui sont installés à São Paulo. Et on trouve de la nourriture de Manaus, de l'Amazonie du Nord, du Pará à São Paulo, à Rio, à Minas. Et donc là, il y a une sorte de présence des nourritures brésiliennes, et notamment dans les rues. C'est qu'on va dire barraquinha. Melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão e vamos botar água no feijão. Je pense que c'est varié, mais on va commencer par le hot dog au cachorro quente, qui c'est très typique et on va manger comme ça. Sandwich et burger, qui c'est pas le burger gourmet un peu, non, c'est vraiment c'est de rue. Acarajé, on va trouver de pastel aussi, on n'en a pas parlé, mais pastel de feira. Pastel de feira, comment expliquer pastel de feira? Pastel, c'est une sorte de chausson frit, je sais pas, et que on va faire le marché, et en partant du marché, on s'arrête pour manger, et avec ça, on va boire de guarap, le jus de canne à sucre, ou une limonade, ou un coca, ou de l'eau de coco, de l'eau de noix de coco. Et voilà, donc c'est tout à fait... et ça donne envie. Vous l'aurez compris, c'est pas le choix qui manque dans la nourriture de rue au Brésil. Ana Carolina a mentionné à un moment donné ce qu'on appelle acarajé. L'acarajé, c'est une sorte de boule frite remplie de crevettes et elle a un goût tout à fait inconnu, voire très surprenant pour nous les Français. C'est une spécialité qui vient du nord-est du Brésil, où la population afro-brésilienne est particulièrement présente. Selon ce que moi j'ai compris, la boule de pâte en question, elle est faite à base de haricots, et on retrouve dans cette sorte de chausson frit aux crevettes le goût assez fort de l'huile de palme, ou en portugais du Brésil, óleo de dendê. Ici, un bistrot, c'est un bistrot, c'est le restaurant du quartier, du coin, un peu simple, nourriture de tous les jours, les locales qui vont en manger. Bistrot au Brésil, c'est chic. C'est un peu... Et parce que la gastronomie française, et notamment le vocabulaire
de cuisine a beaucoup influencé le Brésil, notamment début 20e. Donc ça reste le bistrot, les mots français dans la cuisine, un peu, ça rend chic. Et du coup, feijoada, on va pas manger dans des restos, voilà. On peut trouver de la feijoada dans des restaurants gastronomiques, une recette révisitée un peu, mais ça reste quand même le restaurant typique de rue où on va manger un beau à feijoada. Vraiment, le plat, c'est simple. C'est vraiment simple. Donc, c'est le resto du coin ou le plat du jour. Ça a un nom comme resto, ça? Un boteco. Bah oui, là j'ai. C'est ça que. Oui, c'est ça. Voilà. Donc la traduction, merci beaucoup parce que moi j'avais. Donc bistrot, la traduction c'est boteco. Même si c'est pas du tout la même réalité. C'est pas la même réalité, mais voilà. C'est le même principe. C'est le même principe. Et moi je trouve que à feijoada, on va trouver dans un boteco et dans un bar, dans un. Après, là, c'est qui est intéressant aussi de voir le type de restaurant brésilien de service à volonté. Buffet à volonté, oui, on va mettre la quantité qu'on a envie, on va peser, on va payer en fonction de ce qu'on a mangé. Et ça, c'est très typique et populaire. Et il y a de tout prix, en fait. Tu as des restaurants qui coûtent rien et tu vas payer très cher au kilo. Et bien évidemment, avec une sorte de finesse, de restaurant plus cher, en qualité, pas forcément, mais voilà, c'est un peu... Voilà, les cadres peuvent changer énormément. Absolument. Ça me fait penser à un des premiers trucs que j'ai découvert, lieu de restauration, mais c'est plutôt de la restauration rapide, petit déjeuner, tout ça, c'est le lanchonete. Ah ouais. Ça, c'est typique brésilien, ça. C'est typique brésilien. Et comment traduire lanchonete en français ? Le concept n'existe pas vraiment. C'est une sorte de bar quand même. Ouais, ça reste un bar. Voilà, en France, on va dire bar. C'est une sorte de bar, mais c'est pas un bar pour aller boire une bière forcément. Si, on peut. Si, oui, on peut. C'est tout à fait possible. Mais... C'est un bar, mais c'est pas pareil. Ici, on a le bar, café-bar, qui est ouvert de 8h du matin à minuit. On peut tout faire. Mais lanchonete, voilà, on peut à la fois prendre le petit-déj, on peut manger à midi, notamment ce service buffet à volonté. Qu'on paye par la consommation au kilo. On peut manger la pizza le soir et prendre une bière, un verre de vin. Et ça s'appelle une lanchonete. Et aussi, c'est la boulangerie, puisqu'on peut acheter du pain, du lait et de tout ce qui est jambon, fromage, mozzarella. Et voilà, c'est quand même... ça fait un peu l'épicerie. Oui, il y a un côté comme ça. Il y a un côté épicerie, bar-épicerie. C'est qu'on trouve de plus en plus ici aussi. Ouais. Le concept bar-épicerie. Donc on mange sur place, mais on passe à côté pour prendre les produits et ramener à la maison. Donc c'est un peu... C'est pas tout à fait la même chose, mais ça reste... voilà. Je dirais que lanchonete s'approche d'une épicerie, je pense. Pra me casar com você, eu vou ter que me cuidar, contratar personal, trainer pra me acelerar. Também vou ter que fazer uma dieta alimentar. Catuaba no almoço e ostras antes do jantar. Catuaba no almoço e ostras antes do jantar. Pra me casar com você, eu vou ter que me cuidar, contratar personal, trainer pra me acelerar. Também vou ter que fazer uma dieta alimentar. Moi, je vis à Lyon, donc à Lyon, on a beaucoup de choses et j'aime beaucoup le saucisson. C'est un peu le côté... Je parle de viande, mais c'est que j'aime beaucoup aussi en France et que ça m'a changé. Important, là, pour moi, de le dire. J'ai changé un peu ma façon de consommer. C'est que au Brésil, on a tout un peu... Comme il fait chaud tout le temps, on a tous les produits toute l'année et j'avais pas conscience des produits des saisons. Et ça m'a changé. Donc ici, je consomme, il y a de plats, d'accord, que j'aime, mais c'est d'apprendre à consommer d'une façon, qu'est-ce que c'est un légume d'hiver, qu'est-ce qu'on mange en été. Et en parlant, donc là, je viens, la chose que je préfère en France, c'est le céleri rave, que je connaissais pas, et c'est mon légume préféré, et j'adore. Et la rhubarbe. Ah oui. Et voilà, donc je parlais du canard et tout ça, ça reste un peu...
carné. Ouais. plus carné, mais voilà, c'est la rhubarbe et le céleri rave. Catuaba no almoço, depois antes de jantar. Quando a gente for deitar. La gastronomie française a beaucoup influencé le goût brésilien. Et ça historiquement. En fait, la France a beaucoup influencé le goût brésilien, soit la mode, soit la gastronomie, soit la littérature, tout ça. Et notamment dans cette période début 20e où voilà, cette idée de modernité, il faut changer, le Brésil n'était plus une monarchie, donc la première république, il faut avoir une image, en même temps parler du national, qu'est-ce que c'est, voilà, ce pays qui est vaste et qui a beaucoup d'influence, mais donc dans toutes ces recherches de nationalité et de parler du Brésil, bien évidemment, qui a reçu beaucoup d'influence d'étrangers et de la France. Et la gastronomie française, c'est la référence, c'est chic. Moi, voilà, c'est tout ce qui vient de France, c'est voilà, ce côté, le vin, les fromages, les pâtisseries françaises, c'est fin, c'est chic, et ça reste dans ce domaine du gourmet. Moi, je la vois pas autrement, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a toujours ce côté un peu sophistiqué, un peu... ça reste dans cet univers. C'est un peu la haute couture, la haute gastronomie, plus... C'est pas forcément populaire. Non, bien sûr. Pourtant, il y a beaucoup de nourriture. Enfin, c'est très populaire aussi, la nourriture en France, quand on est... Mais complètement. Et en fait, c'est ça. Quand on parle gastronomie Oui. française, même les plats qui ne sont pas gastronomiques ici en France, donc le pot-au-faux ou... qu'est-ce que je pourrais évoquer ? Je pense que le pot-au-faux, c'est vraiment... C'est très populaire. Bah, au Brésil, ça ne sera pas populaire. Ça va rester le plat français. Ça va être français, ça va être voilà. Comme gourmet. Exactement. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Et en parlant de ça, c'est super drôle parce qu'au Brésil, on consomme pain français. C'est du pain français. Sauf qu'en France, ce pain n'existe pas. C'est une sorte de baguette et je pense qu'il faut en parler parce que c'est super drôle de penser que le pain français, c'est vraiment une mini baguette ou de petits pains ici. Petit pain, ouais. Mais qui n'est pas rond, c'est vraiment un petit pain de cantine presque. Exactement. Ouais. Ah, mais un plus grand en fait. Plus grand, c'est c'est pas tout à fait le petit, c'est du pain français qui n'a rien de français. Qui n'a rien de français, mais qui c'est le pain de tous les jours au Brésil. Ouais, c'est vrai. Le petit-déj, voilà, c'est exactement ça qu'on en mange. C'est vrai que c'est une habitude de manger quand même du pain au Brésil. Ah, tous les jours. Beaucoup, ouais. Tous les jours. Aí só pau de cabina, se ela quiser vir no fim, pimenta no amendoim, e depois pra me acalmar, suco de maracujá, e depois pra me acalmar. Ah, il fait maman com açúcar. Ah ok, bah, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ça c'est très facile, ça c'est très... Maman com açúcar. Maman com açúcar, donc de la papaye avec du sucre. Okay. C'est la chose facile à préparer. Ah. Et pour vous dire, et tu peux utiliser n'importe dans quel contexte, mais voilà, il y a quelque chose, tu dois subir, c'est compliqué, et tu dis, mais non, t'inquiète, vai ser mamão com açúcar. Ok. Avant de conclure cet épisode, j'ai demandé, une fois n'est pas coutume, qu'Anna Carolina partage avec nous une petite recette facile à faire à la maison. Alors prenez de quoi noter, c'est parti. Pão de queijo. Bah, c'est très facile. Il faut de la farine de manioc, la fécule de manioc. En portugais, on dit polvilho. Ici, peut-être, on va trouver farine de tapioca. Il faut, donc là, pour 500 g de farine, 300 ml de lait, 150 de l'huile, un peu de sel. Et donc, il faut que le liquide soit un peu tiède pour pétrir la pâte. Après, on rajoute 1 ou 2 œufs, ça dépend. Et bien ça, c'est compliqué. Ça, c'est la recette de la grand-mère. Donc, il faut regarder si ça marche ou pas.
Et de fromage, justement, du fromage qui n'existe pas en France, au queijo Minas, qui c'est le fromage qu'on utilise pour faire pão de queijo. En France, on en a 1000, mais on n'a pas celui-là. On peut remplacer par du parmesan, du gruyère, de l'emmental, et environ 300 grammes. Donc on pétrit la pâte, parce qu'elle est bien dure, donc dès qu'elle a une texture de pâte comme une pâte de pain, on va rajouter les œufs, 1 ou 2, et après le fromage. Et on beurre la main et le moule, on fait de petites boules, demi-heure au four, et c'est très bon après. Et c'est parfait. Quando a gente for deitar, se a quintura tiver morna, se a noite for infinda, aí só pau de capinda, se ela quiser vir o fim. E depois pra me acalmar, suco de maracujá. E depois pra me acalmar, suco de maracujá. Suco de maracujá. Suco de maracujá. Suco de maracujá. Bon. On n'a pas tout dit, mais on en a quand même dit pas mal, de quoi il me semble mettre l'eau à la bouche de certains et certaines. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de la série A comer délices d'Amérique latine, et j'espère sincèrement que vous aurez appris des choses, ou alors, si vous êtes familier avec le Brésil, que vous avez pu tuer votre nostalgie, comme on le dit joliment là-bas. À bientôt pour de nouveaux épisodes sous le signe de l'art culinaire latino-américain, et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao.